Voilà, nouvelle rencontre ce mercredi 24 mai 2023 ici à Sontexpo sur le plateau télé de FHP Direct. Je reçois avec Béatrice Noëllec, vous êtes la directrice des affaires institutionnelles de la Fédération de l'hospitalisation privée. Et nous recevons le docteur Cyril Isaac Sibyl. Vous êtes médecin, vous êtes ORL, je crois, à Lyon, et vous êtes député du Rhône. Tout à fait. Vous êtes un député actif et ce sera l'intérêt de vous recevoir sur les questions notamment de santé publique et de prévention. Et nous recevons donc le professeur Didier Lepelletier. Vous êtes le nouveau président du Haut Conseil de la santé publique. Et vous êtes médecin de santé publique au CHU de Nantes. Alors, comment passe-t-on des bonnes intentions, parce qu'on a quand même le sentiment que tout le monde est d'accord pour faire de la prévention, de la santé publique, plus d'hygiène. Ce serait difficile d'ailleurs de tenir un discours différent après la crise épidémique que nous avons connue. Mais maintenant, on est dans le dur. Comment concrètement on va passer à l'action? Peut-être avec vous d'abord, professeur Lepelletier. Oui, passer des bonnes intentions à l'action, peut-être ça passera par un portage politique, parce que beaucoup de choses sont faites. Quand on regarde les politiques sur les déterminants de santé, ça date de 1986 par la charte d'Ottawa, et que peut-être pour rééquilibrer notre système de santé qui est challengé, qui est à bout de souffle, comme l'ont dit les politiques, il faudrait le rééquilibrer sur certes l'urgence qui est le soin, les déserts médicaux, et vos tables rondes précédentes l'ont évoqué, l'attractivité, mais également l'équilibrer sur la prévention, puisque finalement la médecine ou l'hygiène prévient la médecine, et il faut absolument qu'il y ait une pression moindre sur le système de soins par une population qui reste en bonne santé le plus longtemps, parce que je vous rappelle que la santé est une définition positive du bien-être de nos concitoyens. Alors il y a eu un rapport, il y a eu d'abord beaucoup de rapports, il y a beaucoup de plans, des plans nationaux, des plans régionaux, etc. Enfin, il y a eu un rapport qui est récent, assez déterminant, c'est le rapport Chauvin, auquel vous avez participé. Alors, le rapport Chauvin est une demande du ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran, sur la refondation de la santé publique, du fait de la crise et de finalement une crise qui était certes infectieuse. On a beaucoup entendu parler des spécialistes de réanimation et d'infectiologie qui étaient la prise en charge des patients qui étaient atteints de la Covid, mais on a très peu entendu parler de santé publique, de système de santé publique capable de résilience lorsqu'une crise devient syndémique, systémique. C'est-à-dire que cette crise de la Covid a révélé non pas une crise conjoncturelle de notre système de santé, mais une crise finalement systémique, puisque les hôpitaux ont été créés sur des ordonnances de 58 et qu'on a un défi climatique, on a un défi populationnel avec un vieillissement, on a un défi numérique, le salon est là pour le montrer, et donc il faut absolument refonder, rénover, adapter notre système de santé, mais ça va passer aussi par la santé publique, par de la recherche et par des experts en santé publique qui soient à la hauteur de l'expertise au même titre que celle des soignants. Vous voulez dire en d'autres termes, si j'essaye de simplifier, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que l'évolution climatique, les évolutions sociétales, les questions d'environnement nous poussent absolument à nous engager de manière assez concrète dans une amélioration de la santé par la prévention. Ah oui, c'est même pas devant nous, c'est qu'on y est de plein pied. Et certains pays, comme les Suédois, les Danois, les Allemands, sont déjà en train de Vous voulez dire qu'on revoir. fait nettement moins bien? Pas qu'on fait moins bien, c'est qu'il est temps de soutenir de véritables politiques de système de santé équilibrées entre le soin, qui apparaît comme l'urgence, mais équilibré sur la prévention, puisqu'on a une espérance de vie qui augmente, mais une espérance de vie sans incapacité qui n'est pas forcément la meilleure en Europe. Je prends un exemple, les Suédois à 65 ans, 80% d'entre eux n'ont pas de comorbidité, donc forcément ça pèse beaucoup moins sur les urgences et sur le soin, alors qu'en France c'est moins d'un sur deux. 30% des Français consultent leur médecin généraliste pour une comorbidité. Et donc le message de prévention, ça serait ne venez pas à l'hôpital parce qu'on va vous prendre en charge, parce qu'on a des services très performants. C'est surtout ne venez pas à l'hôpital et restez en bonne santé le plus longtemps possible par des démarches de prévention. Alors un parlementaire, ça sert à faire des lois, hein, monsieur le député. Enfin, le médecin que vous êtes s'intéresse au RL, s'intéresse beaucoup à ces questions de prévention. Vous avez créé une mission récente
qui est en cours, vous nous direz un peu où vous en êtes, pour vraiment passer à la vitesse supérieure et essayer de trouver des solutions concrètes avec les acteurs. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est, et pour être direct, est-ce que c'est une mission de plus ou est-ce que on va attendre une évolution réelle? Merci pour votre invitation. Moi, j'ai deux petits messages. 240 milliards, c'est ce qu'on dépense tous les ans à soigner des maladies. Ça vient d'une promesse qui avait été faite lors du premier CNR de 1945, où, entre guillemets, on avait dit aux Français: ayez les comportements de santé que vous voulez. Le jour où vous êtes malade, on vous soignera. C'est-à-dire, vous pouvez manger ce que vous voulez, vous pouvez fumer ce que vous voulez, vous pouvez boire ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Le jour où vous êtes malade, on prendra en charge les soins. Le nouveau CNR, et c'est la discussion qu'on a actuellement, le Conseil national, là, c'est pas de refondation, et c'est pas de la résistance, mais le nouveau CNR, quelque part, il doit faire une nouvelle promesse aux Français, c'est de dire, écoutez, on va vous aider dans vos bons comportements en santé pour éviter d'être malade. Je ne veux pas vous chercher, monsieur le député, comme ça, uniquement pour la beauté du dialogue, mais le CNR actuel, il a la dimension du CNR de 1945, c'est ce que vous voulez nous dire? Est-ce que vous pensez que le CNR de 1945, est-ce que vous imaginez, est-ce qu'à l'époque, nos prédécesseurs parlementaires avaient imaginé que 70 ans plus tard, on dépenserait 240 milliards? À l'époque, c'était assez modeste. Non, et ça a pris une ampleur considérable, et tant mieux. Dans le sens où maintenant on a fait des progrès, on va encore faire des progrès considérables par rapport aux soins, avec des traitements innovants qui vont coûter de plus en plus cher. Et est-ce qu'à l'époque, ils avaient imaginé que 20% de la population serait des maladies chroniques? Non. Et donc, la promesse qu'on doit faire maintenant aux Français, c'est de dire, grosso modo, on dépense pour les soins, mais que les soins ne représentent que 20% de votre santé. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en bonne santé? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est les hôpitaux qui fait que vous êtes en bonne santé? Non. Ce qui fait que vous êtes en bonne santé, c'est d'abord, c'est ce qu'on appelle les déterminants, qui sont environnementaux. C'est l'air que vous respirez, c'est l'eau que vous buvez, c'est les aliments que vous mangez. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en bonne santé? C'est l'éducation que vous avez reçue, les bons comportements que vous avez, qu'on vous a effectivement expliqué qu'effectivement il fallait pas fumer, par exemple, qu'il fallait effectivement limiter l'alcool, limiter les sucres. C'est ça. Donc, pour moi, ce qu'on doit faire actuellement et ce qu'on doit accompagner, la nouvelle promesse, c'est de dire, grosso modo, on vous accompagne par rapport au bon comportement en santé, par rapport aux déterminants de santé qui sont environnementaux, qui sont sociaux, qui sont éducatifs. C'est ça ce sur quoi il faut qu'on travaille. Qui c'est qui va la porter? Des parlementaires, l'État, des professionnels comme Béatrice Noëllec, comme le professeur Le Pelletier? Qui c'est qui va porter, qui va faire que demain, quand on vous recevra dans 10 ans, on pourra dire, ah bah oui, le virage de la prévention a été réussi? Alors, comme le disait le professeur Le Pelletier, d'abord, il faut un portage politique. Ça fonctionne s'il y a un partage politique. Et une fois qu'il y a ce portage politique... Qui c'est qui le porte dans le gouvernement? Le portage politique, et moi je crois beaucoup, dans le sens où c'est lui qui est à l'initiative des politiques, c'est le président. Le président et le gouvernement. Le portage politique est là. Nous, en tant que parlementaires, on est là pour sensibiliser, on est là pour les rappeler, d'être un petit peu les aiguillons, et c'est ce que je fais à l'occasion des journées parlementaires. Donc la responsabilité est là. Mais si effectivement il faut qu'il y ait un portage politique, après la prévention, c'est l'affaire de tous. De tout le monde. Et ça va bien au-delà de la santé, ça va bien au-delà des professionnels de santé, ça va bien évidemment au niveau des différentes structures hospitalières, ça concerne tout le monde, et c'est ce message qui va passer. On vient de traverser une crise de santé publique. Souvent, je demande à mes interlocuteurs quelle est votre définition de la santé publique. On a le représentant de la santé publique à côté de moi, mais c'est souvent à mes collègues parlementaires ou à mes confrères médecins, la notion qu'ils ont de la santé publique est pas simple. Pour moi, ce que j'essaie de leur rappeler, c'est d'avoir les soins sont individuels, la santé publique, c'est comme ça, c'est une approche populationnelle en fonction de déterminants de santé. Et c'est ça qui fait la santé d'une population. Vous avez le sentiment que, mais on va poser la question à Béatrice Noëllec, ma question était, vous avez le sentiment que les acteurs de santé veulent vraiment s'y impliquer? Et donc, première réponse, est-ce que vous, dans vos établissements,
de santé, privé, mais enfin privé et public. Vous êtes prêt à vous lancer, vous pouvez, vous avez les moyens, la capacité à faire de la santé publique, de la prévention? Mais oui, Pascal. Et en fait, la réalité, c'est que c'est déjà le cas. On a voulu être partie prenante, finalement, dès le début de cette initiative mise en œuvre par le député Cyril Isaac-Sébille, par le sénateur Iacovelli et par le professeur Franck Chauvin, parce qu'il y avait vraiment l'idée d'une approche systémique de la prévention et d'une approche qui renouvelait également en ayant une approche par les lieux de vie, une approche extrêmement pragmatique par les lieux de vie. Et donc, effectivement, de facto, on a voulu se faire partie de cette dynamique des coalisés, puisque c'est la terminologie employée. Parce que c'est quoi les lieux de vie? C'est effectivement, c'est l'école. On a quand même 12 millions d'enfants qui passent 15 ans de leur vie dans les établissements scolaires. On voit bien le levier incroyable que cela constitue comme message de santé publique. Ce sont effectivement aussi les lieux où on travaille. Et puis, évidemment, tout l'enjeu du grand âge et de la prévention du bien vieillir. Et les hôpitaux, et c'est le message que je voulais faire passer aussi, les hôpitaux et cliniques privés et les établissements de santé en général, ce sont des lieux de vie. On ne voit pas passer, comme c'est le cas dans le privé par exemple, 9 millions de personnes chaque année, plus leurs proches, sans être des lieux incroyables de capteurs de signaux faibles sociétaux, de capteurs de signaux faibles épidémiologiques, de lieux où effectivement la santé publique est absolument vivante. Et tu demandais ce qu'on fait déjà, bien sûr. Je donnerai un exemple. Alors, bien entendu, tout le monde connaît, et c'est très important, la prévention secondaire, tertiaire, dans les soins médicaux, des établissements de soins médicaux et de réadaptation. Mais prenons par exemple les maternités, qui jouent un rôle de prévention. Moi, je crois beaucoup à l'investissement précoce en matière de prévention. Les 1000 jours, d'ailleurs, avaient un peu porté ça. Je crois beaucoup à l'investissement précoce, je crois beaucoup à ce qu'on fait dans la petite enfance. Les maternités jouent un rôle de prévention incroyable en matière de santé, de détection des fragilités, des liens, parce qu'il ne faut pas oublier aussi la prévention en santé mentale, qu'on latéralise trop souvent et qui est absolument fondamentale. Souvent, ce sont des engagements formidables, mais qui sont menés à bas bruit et qui ne bénéficient pas en réalité, faute de cette dynamique que vous essayez d'impulser, de la reconnaissance qu'ils mériteraient d'avoir. Et finalement, il faut qu'on soit embarqué dans une alliance collective en faveur de la prévention. Si on ne veut pas que toutes ces initiatives remarquables de terrain qui sont faites aujourd'hui, je donne l'exemple voilà, je parle de ma place, mais par d'autres, mais par les hôpitaux et cliniques privées, que cette dynamique-là, qu'on ne désespère pas les acteurs. Parce que moi, je regrette un peu, et je rejoins ce que vous avez dit, la crise sanitaire aurait pu être une opportunité. Dans sa difficulté, on n'en a pas tiré les leçons, sur rien d'ailleurs, mais notamment en termes de santé publique. On a là effectivement un moment aigu où on doit s'assurer de l'acceptabilité sociale de certains messages, où on doit travailler finalement avec la société. Et d'ailleurs, au passage, on ne fait pas de prévention sans les patients. Et pas une prévention punitive, descendante, etc. Non, une prévention co-construite, une prévention finalement où on s'assure aussi qu'on a une communauté d'intérêt et un intérêt à agir sur les enjeux de prévention. Et bien sûr, le financement, qui aujourd'hui n'est pas structuré. On va parce qu'on va étaler. Il y a beaucoup de choses. D'abord, les 1000 jours, ça a fonctionné? Oui, les 1000 jours, ça a fonctionné. Le Haut Conseil, en parallèle des 1000 jours, a été sollicité et a rendu 2 rapports récents à la Direction générale de la santé sur l'utilisation du carnet de maternité. Vous parliez du rôle de la prévention des maternités. Également sur le carnet de l'enfant, au 8e jour, au 12e mois et au 24e mois. Donc il y a des éléments en fait, qui permettent de remettre au goût du jour, mais dans une globalité stratégique, des actions qui sont déjà faites. Moi, je rejoindrai sur votre dernier point. On parle souvent de littératie en santé, donc on donne beaucoup de définitions à ce qu'est la littératie en santé, mais c'est de donner l'accès aux données aux citoyens, leur donner la capacité de compréhension, d'analyse de ces données, et ensuite d'avoir une certaine autonomie sur le fait de pouvoir rester en bonne santé dans les milieux de vie favorables qu'on va parcourir tout au long de la vie. Et ça, c'est très important. Alors, je voulais... Pour reprendre ce que Béatrice Noëllec a dit, vous évoquez dans vos écrits, monsieur le député, vous évoquez beaucoup
les établissements de santé, la jeunesse, la médecine scolaire et universitaire est dans un état absolument dramatique. D'ailleurs, je rappelle qu'un rapport d'un de vos collègues, le rapport d'un parlementaire très récent, vient de soulever, je ne me souviens pas le nom du parlementaire, il faut que je cherche mes notes, mais vient à nouveau de mettre le doigt sur la situation catastrophique de la médecine scolaire et universitaire. Quel est votre... Parce que là, une fois que c'est constaté, quelles sont vos propositions? Alors, par rapport à ça, et c'est intéressant, moi je vais au-delà de là. Je vais au-delà de ce que vous dites. Pour moi, c'est Robin Reda, hein, ouais. Robin Reda. Il y a 3 médecines préventives dans notre pays. Il y a la PMI, la protection maternelle et infantile, qui est à la charge des départements. Il y a la médecine scolaire et il y a la médecine du travail. Ces 3 médecines préventives sont toutes les 3 chancelantes. Chancelantes. Et c'est un vieux débat. Pour plusieurs raisons. Premièrement, pour un problème de démographie médicale. Effectivement, on manque de médecins, on manque d'infirmiers, et que ça soit en PMI, que ça soit en médecine scolaire ou en médecine du travail, il n'y a plus de professionnels de santé parce que ces médecines ne sont pas attractives. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, il y a un problème d'organisation au niveau de la médecine scolaire. Et moi, je l'évoque sans aucun problème. Les médecins scolaires et les infirmiers scolaires ne se parlent plus. Ils se sont répartis la tâche en disant les médecins scolaires devaient faire du dépistage au niveau du primaire et les infirmières devaient s'occuper du secondaire. Et donc, ça ne peut pas marcher. Troisième chose, la médecine... Y a-t-il assez de médecins scolaires et d'infirmières scolaires? Non. Les budgets sont là, mais on n'arrive pas à les recruter. Mais on reviendra là-dessus. Puis après, troisième chose, il y a la médecine du travail, qui est aussi un vrai sujet. Si on pose la question aux gens qui sont autour de nous, depuis combien de temps vous n'avez pas vu vos médecins du travail? Si je vous pose la question... 20 ans. Ben voilà. C'est une médecine, c'est une institution. Vous avez un employeur qui cotise pour la médecine du travail, vous ne voyez pas la médecine du travail, et on est beaucoup comme ça. Oui, parce que vous parliez du CNR de 1945. La médecine scolaire fonctionnait en 1945. Enfin, on l'a créé. Oui. C'est quand même dommage, non? Et non, je continue par rapport effectivement à la médecine du travail. C'est assez intéressant, et c'est ce qui me... Et je trouve que l'environnement a bien marché, enfin la politique de l'environnement a bien marché, parce que maintenant on parle au niveau des entreprises de la responsabilité sociale et environnementale, c'est-à-dire qu'on demande aux sociétés de s'occuper des rapports sociaux, c'est normal, de s'occuper de l'environnement, c'est intéressant, pourquoi pas, c'est bien, mais de s'occuper de la santé de leurs employés, c'est pas un sujet. Alors que la médecine du travail, la santé au travail, ça devrait être une des premières responsabilités des entreprises. Et c'est pour ça qu'au niveau, je dis, de ces 3 médecines ne fonctionnent pas parce qu'effectivement, c'est un problème de démographie et d'organisation. Je suis journaliste, vous êtes député, donc je vous demande comment on fait pour que ça marche. Notamment, restons, on ne peut pas tout faire en 10 minutes de débat, médecine scolaire et universitaire. Ça règle les problèmes majeurs, les addictions, l'obésité, les troubles psychiques, les grossesses précoces, le HIV, les risques de radicalisation. Tout ça, c'est dans un de vos rapports, le vôtre ou le vôtre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, par rapport à ça, c'est intéressant dans le sens où j'ai lancé une expérimentation qui s'appelle Alliance en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce que disait effectivement mon voisin. Le principe, c'est pas forcément les soignants qui sont responsables, enfin, à qui on doit donner le rôle par rapport à cette prévention. Je pense que c'est un problème d'éducation. Et pour moi, comme vous le disiez, la littératie en santé, la culture en santé, les compétences psychosociales, ça s'apprend dès le plus jeune âge, à l'école, et c'est ce qui fera, à partir du moment où vous respectez votre corps, vous respectez, vous avez un libre arbitre, et ben c'est comme ça que vous aurez les bons comportements en santé et qui vous éviterez par exemple plus tard de tomber dans de mauvais comportements comme peuvent être effectivement les addictions. C'est ça, c'est l'éducation. L'un et l'autre. Si on donnait à des médecins scolaires ou à des infirmiers scolaires des moyens, d'abord de bons salaires, de bonnes conditions de travail, pourquoi ne deviendrait-on pas médecin scolaire, médecin universitaire, infirmière scolaire? Est-ce que c'est pas ça qui est vraiment important? Mais probablement, évidemment, pas de imiter ce qui a été fait en 1945 jusqu'à nos jours. Mais enfin, aujourd'hui, on est dans un état
absolue de très 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 grande faiblesse, visiblement. Non mais la médecine scolaire, pour moi, ça va. C'est une médecine de prévention, mais la prévention va au-delà de la médecine scolaire, même chez les jeunes. Pour revenir rapidement sur la médecine scolaire, il y a un problème de démographie, il y a un problème de grille de salaire, entre guillemets. Pour le moment, la médecine scolaire est gérée par l'éducation nationale et pas par la santé. Ce n'est pas les mêmes grilles de rémunération. Si on faisait en sorte que les médecins scolaires étaient rémunérés comme les praticiens hospitaliers, il y aurait effectivement des candidats. Et puis en plus, ce qui est assez dingue, c'est que lorsque vous rentrez dans la fonction publique, ce qui n'est pas le cas effectivement forcément des médecins, pour être médecin scolaire, il faut que vous soyez médecin et après que vous avez passé une formation et des diplômes à Rennes pour devenir médecin scolaire. Donc c'est un parcours d'embûche, ce qui fait qu'on ne facilite pas le recrutement de médecins scolaires. Oui, mais enfin, si on veut, on peut, non? Eh ben, il faut bouger un peu le système. Et c'est là où on voit que c'est très compliqué. Mais je reviens, la médecine scolaire, c'est important par rapport au dépistage, par rapport à beaucoup de choses. Je pense que la prévention, ça va bien au-delà. Ça vient par rapport à la formation, par rapport à l'éducation des enfants. Et pour éduquer les enfants, il ne faut pas forcément être médecin ou infirmier. Les gestes, les bons gestes. On a traversé une crise de santé publique. Qu'est-ce qu'on nous a demandé? On nous a demandé de nous laver les mains. On nous a demandé d'éviter de tousser à la figure des gens. Est-ce qu'il faut être médecin ou infirmier pour faire passer ce message aux enfants? Non, il n'y a pas besoin. Vous allez peut-être répondre à cette question, mais Béatrice Noëllec a évoqué, je crois, si je fais un petit peu la synthèse, comment on fait aussi de l'information en santé. C'était un peu ce qui était dans votre présentation. Alors, comment on réussit ça? Parce que ça, c'est un vrai problème. La santé publique, elle n'est pas nécessairement punitive, mais en revanche, les Français, les citoyens, les Françaises et les Français n'acceptent pas, ne comprennent pas, ne veulent pas se vacciner, enfin, etc. Enfin, il y a aussi ces problèmes. Oui. Peut-être la première chose, l'alpha et l'oméga, et je rejoins, c'est vraiment, sur ces sujets-là, d'avoir un portage politique, quelque chose qui embarque en réalité l'ensemble de la société autour de quelques priorités clairement identifiées. Quand on a 300 axes de santé publique ou de prévention, on n'en a aucun en réalité. Oui, je vous coupe, on le reproche beaucoup aux gens qui font des rapports de santé publique. Il y a une dilution, mais je pense qu'on est d'accord, je pense qu'il y a véritablement une dilution, il y a cette notion vraiment d'embarquer. La deuxième chose qu'il faut, c'est une vision pluriannuelle. Et on a aujourd'hui, on le sait très bien, et je sais que je prêche des convaincus, on a une vision quand même aujourd'hui des financements en santé qui est une vision à courte vue. Si on veut donner un moyen ambitieux de décliner des politiques de santé publique à la hauteur des enjeux, il faut une vision pluriannuelle, il faut un financement pluriannuel, il faut s'inscrire dans le temps long, il faut des financements qui soient facilement mobilisables, il faut avoir des approches qui permettent vraiment des approches holistiques de la santé. Et ça manque. Troisième point qui fait défaut aussi, même s'il y a des progrès, c'est des données partagées. Il faut qu'on ait entre nous aussi des données partagées, des données épidémiologiques, des données de pilotage, des données qui permettent d'objectiver la situation. Et ça fait défaut. Quatrième sujet, c'est le territoire. Là, je suis évidemment tout à fait d'accord. Être au plus près des déterminants environnementaux, psychosociaux pour répondre aux besoins. Et puis, le dernier sujet, qui est fondamental, c'est effectivement la littératie en santé. C'est-à-dire qu'on co-construit avec les gens. On n'est pas descendant, on n'est pas moralisateur, on n'est pas coercitif, ça ne sert à rien, si ça avait marché, ça se saurait. On reste quand même beaucoup imprégné de ces cultures-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui de santé publique qui rompent, justement, qui ont la volonté de rompre avec ça pour être vraiment dans des logiques, là aussi, où les acteurs de la démocratie sanitaire ont un rôle fondamental à jouer. Notre débat ça fait avance. beaucoup. On va demander à nos deux invités de répondre sur ces points en particulier. Oui, alors pour ce portage politique et englober tout ce que vous venez de citer, il y a deux opportunités de portage politique actuel par deux rapports qui ont été rendus par notre instance, le Haut Conseil de la Santé publique. Le premier, c'est la stratégie nationale de santé. La stratégie nationale de santé est inscrite dans la loi. A une durée de mandat habituellement qui correspond à un mandat politique qui est de 5 ans et que pour la première fois le Haut Conseil propose une stratégie sur le plus long terme, c'est-à-dire sur 10 ans. À l'intérieur de ces SNS, il y a toutes les stratégies possibles de prévention systémique, qui est le titre de votre table ronde, pour que le ministère de la Santé s'en empare
et puisse mettre des priorités et des moyens qui vont assurer la pérennité d'une stratégie de prévention au niveau national. Et une autre opportunité, c'est un deuxième rapport sur les rendez-vous prévention. Notre ministre Braun l'a beaucoup annoncé par voie de presse. Le rapport a été rendu au ministre. Donc on attend dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent une déclaration. Et ça rejoint ce que disait le député sur la médecine scolaire ou universitaire ou du travail. C'est que ce rapport sur les rendez-vous prévention identifie des âges clés de la vie auquel on va pouvoir stimuler en fait cette littératie en santé, ce bilan d'un parcours de prévention tout au long de la vie. Même si on a choisi 18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 et plus tard. Et on voit bien que si on est à 18-25 ans, 18 ans, ça peut être encore la médecine scolaire. Quand on est à 25 ans, ça peut être la médecine universitaire. Donc c'est le lieu où on passe beaucoup de temps quand on est jeune. Ensuite, quand on est à 45-50 ans, où il y a des dépistages, ça peut être fait par la médecine du travail. Et donc on est en train de chercher des nouveaux acteurs de santé qui pourraient en fait gérer le fait d'aller vers de l'universalisme proportionné des gens qui sont loin en termes de gradient territorial et social et de les ramener. Donc là, on n'a pas besoin de professionnels de santé, il suffit simplement d'avoir des acteurs sociaux. Mais ensuite, pour recevoir ces gens et leur faire un bilan de prévention ou une orientation médicale, parce qu'ils sont déjà dans la maladie, on a déjà tout un tas de systèmes, mais qu'il faut renforcer et valoriser. Dernier mot. Pour avoir une politique systémique de prévention, il faut un portage politique. Il faut qu'on se donne quelques objectifs, quelques priorités, pas 200, quelques-unes, moins de 5, je reviendrai là-dessus. Il faut qu'on ait des indicateurs pour pouvoir évaluer ces politiques. Et là, moi, ce qui me frappe effectivement au niveau du salon, c'est maintenant on parle beaucoup de numérique. Et grâce aux data, grâce aux données, on peut avoir maintenant faire une politique de prévention efficace. Avoir une vision populationnelle. Et rapidement, pour finir, moi, je veux... je travaille depuis plusieurs années sur ce sujet. Pour moi, il y a deux priorités. On pourrait se donner deux priorités, comme on s'est donné, effectivement, comme le président Chirac a pu le faire avec un portage politique important par rapport au cancer. Le cancer, c'était un vrai succès. De temps en temps, il y a des politiques qui marchent. Le plan cancer est un succès. La vaccination est un succès. La politique contre le tabac a été un succès, même s'il faut continuer à l'amplifier, et ça marche toujours. Donc il y a des choses qui fonctionnent. Le Nutri-Score fonctionne. Moi je pense qu'il y a deux priorités. Premièrement, ça peut être le surpoids et l'obésité, qu'on peut se donner comme priorité, et ça peut être la santé mentale. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de déterminants qui vont sur ces deux choses. C'est aussi bien l'alimentation que l'activité physique, que les écrans. Il y a beaucoup de choses qui convergent vers les problèmes d'obésité et de santé mentale. Et puis qu'en même temps, qu'il y a des pathologies derrière, qui sont des pathologies diabétiques, cardiovasculaires ou mentales, qui se rejoignent. Donc qu'on se donne des priorités, ensemble quelques priorités, des objectifs, des indicateurs et un portage politique, et ça va fonctionner. Je vous dis, comme le plan cancer a pu fonctionner, mais pour ça, effectivement, il faut investir lourdement, et c'est un petit peu le but que les coalisés ont. Merci, et en monsieur. surplomb, lutter contre toutes les fake news et les complotismes, ça nous fera beaucoup de bien. Et je cite ce rapport de Robin Reda qui vient de sortir, député de l'Essonne, Renaissance de l'Essonne. L'état d'urgence sanitaire à l'école, la renaissance de la médecine scolaire, il a l'air d'y croire, contribuera à la lutte contre les inégalités de destin. Intéressant à lire. Merci beaucoup, merci d'être venu nous voir.